Si tu veux commencer par te présenter. Oui, et donc si ça gêne personne, l'enregistrement est lancé pour permettre à ceux qui s'étaient inscrits pour avoir le replay de l'obtenir. Bonjour à tous, merci de votre présence. Merci beaucoup au Hub de l'initiative de ce webinaire. Pour ma part, donc, je suis la chargée de mission en PACA de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme depuis 3 ans et j'entame ma 4e année avec plaisir. Je passe la parole. Simon, tu veux prendre la suite? Ouais, bonjour à tous. Alors, Simon Drouard, je suis conseiller numérique, responsable d'espace de médiation numérique depuis une petite année. Et je suis formateur de formateurs Duplex. Bonjour à tous. Donc maintenant, je vais peut-être me présenter. Oui. Dominique Chauvet, formateur numérique, et je suis sur Avignon, à Avenir 84, et je suis référent formation Duplex. Donc je suis formateur de formateurs. Du coup, s'il y a des conseillers numériques qui sont en formation continue, vous avez peut-être eu Dominique pendant vos formations aussi. Possible aussi, puisque je suis référent de la formation des REMN et de la formation continue des conseillers numériques. Bonjour, je vais me présenter à mon tour. Donc moi je suis Pascal Bercier, je suis conseiller numérique dans le département des Hautes-Alpes situé à Gap. Et donc là j'ai repris le webinaire de mon collègue qui n'a pas pu faire ce webinaire. Voilà, nous on va peut-être avoir des actions avec des usagers au niveau de ce thème-là. Voilà. Ah bah super, merci pour cette présentation aussi. Juste une petite question pour Dominique, est-ce que tu as pu avoir Marwan du coup? Ah bah il est là. Hop. Oui. Marwan qui est notre dernier intervenant du coup aussi et qui travaille chez Tetris. Bonjour à tous et toutes. Bonjour. Entre-temps. Si tu veux rapidement te présenter, on faisait un tour de table des intervenants en attendant. Donc, je suis Marwan Slaoui, je travaille à la SCIC Tetris en tant qu'ingénieur pédagogique et je suis engagé sur la démarche Duplex qui est portée par la NLCI en tant que formateur de formateurs. Voilà, depuis quelques mois maintenant, sur la région PACA et Corse. Merci Marwan. Du coup, je te propose Corinne de commencer vu qu'on a pris un petit peu de retard. Et puis voilà, je te laisse la parole et puis je m'occupe de la présentation. Merci beaucoup Alice. Donc une présentation structurée en 3 parties. Donc la première que je prends en charge sur le périmètre de l'illettrisme et du double illettrisme. Qu'est-ce qu'il y a précisément derrière ces mots? Donc définition, les enjeux que cela implique et les volumes de situation, quelques chiffres clés puisqu'on a la chance d'en avoir de récents. La notion de faisceau, de ce qu'on repère et les acteurs mobilisables en territoire, les structures vraiment dédiées à cette lutte contre l'illettrisme. Une présentation ensuite à 2 voix de la démarche Duplex en PACA avec Dominique et Marwan, sa mise en œuvre jusqu'à aujourd'hui et le parcours de formation qui est proposé et donc l'opportunité de suivre la formation à la démarche Duplex en tant qu'intervenant sur ce printemps 2025. Et enfin, dernière partie avec des retours d'expérience, donc des cas concrets. Et là, ce sera une polyphonie avec Marwan, Simon et les retours sur le Lab 3i, donc avec Pascal. Donc, première partie, le périmètre de l'illettrisme et du double illettrisme. Et je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet avec 2 témoignages qui comportent quasiment tous les éléments. Donc, une petite vidéo de 4 minutes. Chaque démarche administrative est pour lui une épreuve. Il y a des trucs que je comprends pas trop, quoi. Nom, prénom, machin et tout, mais après, il y a des trucs... diminution. Ouais, c'est une diminution, je crois, je sais plus. Logement du... À 37 ans, Thierry ne sait quasiment ni lire, ni écrire. Domicile, c'est 31. Code postal 87 800. Perdu, à la place du numéro de portable, il a inscrit son code postal. Il peine sur tous les mots, même sur le nom de sa rue, Thierry,
est une personne illettrée. Il est pourtant allé à l'école jusqu'en CM2, orienté ensuite dans une filière professionnelle. À 16 ans, il est devenu peintre en bâtiment. Il a cessé de lire et écrire, et au fil du temps, il a tout oublié. Pour s'en sortir, il a développé sa mémoire visuelle. Il photographie tout mentalement. Ça lui a même permis de décrocher son code. C'est simple, le jour de l'examen, il n'y a personne qui parle et c'est la machine qui parle. Après, vous avez juste à cocher A, B, D ou C. J'ai travaillé ma mémoire, tu regardes les diapos, tu mémorises les diapos, tu mémorises les panneaux, tu mémorises tout. Et tu travailles quoi. C'est un boulot quoi, c'est vrai quoi. Et j'ai fait. Dans cette classe de 6e, la prof de français demande aujourd'hui aux élèves de lire un extrait de l'Avare de Molière. Il y a les bons lecteurs, mais sur les 29 enfants, 5 ont de grandes difficultés. Comme Daniela, 12 ans, qui redouble. Justice, Juste au ciel. juste au ciel, n'est-il pas l'homme? N'est-il point ici? Rends-moi mon argent, coquin. Elle a beaucoup de mal à déchiffrer le texte, mais aussi à écrire. Mais Daniela a la chance d'être dans une région où des gens se battent contre l'illettrisme. Une fois par semaine, elle se rend dans l'association Mots et Merveilles, Bonjour. Ça va, Daniela? où cette retraitée bénévole reprend avec elle ses cours de français. Ces cours lui permettent de reprendre confiance. Un appui qu'elle n'avait pas en famille, car sa mère elle-même vient prendre des leçons ici pour sortir de l'illettrisme. De ne pas pouvoir lui expliquer quelque chose en français, en maths, tout ça, ça fait mal. C'est humiliant, c'est blessant. Puis on ne sait pas lui répondre. Donc... Marie-Agnès est une mère célibataire. Lingère dans une maison de retraite, elle dispose de 1 000 € par mois pour élever Daniela, mais aussi sa fille aînée Camille, 14 ans. On est rentré. Depuis qu'elle suit des cours pour combler ses lacunes dans l'association, elle peut aider Daniela à faire ses devoirs. Ça fait 4 ans que je suis à Monts et Merveilles. J'ai les acquis. De temps en temps, j'oublie des petits trucs et tout. Quand on fait l'exercice, une fois qu'on en fait un, après, c'est parti tout seul. Puis, non, pouvoir les aider, moi, ça, c'est un plus. C'est une fierté. Dire, bah voilà, je suis pas une incapable. Enfin, je ne suis plus une incapable. Avant, je pouvais pas. Maintenant, si je peux. Les progrès de la maman ont transformé le quotidien. Elle prend par exemple du plaisir à faire des recettes de cuisine qu'elle ne pouvait pas lire auparavant. C'était impossible avant. Impossible. On pouvait pas arriver comme ça et dire maman, moi j'aimerais bien qu'on fasse ce genre de truc ou autre. Il y a 200 grammes de crème fraîche, donc on va peser ça. N'ayant pas eu les bases en maths, un verre de graduation, moi je faisais décoration. Maintenant, pourtant c'est les tableaux, tout ça, on les apprend. Moi je l'ai appris en C20, mais j'ai pas retenu. Elle s'est épanouie. Je trouve qu'elle est beaucoup mieux maintenant qu'avant. C'est formidable. Moi j'adore. Et je suis fière d'elle. Et on s'arrête sur cette note positive. Voilà, donc ces témoignages sont importants parce qu'ils vous montrent tous les éléments en fait qui permettent de construire la définition de l'illettrisme en France. Alors juste avant, on va rester sur celle-ci, puisque dans les deux cas vous le voyez que ce sont pas des personnes migrantes, donc ça lève déjà l'amalgame avec l'illettrisme, c'est des gens qui ont besoin d'apprendre le français. Non, là les deux personnes sont nées dans le français et puis on peut arriver en France et être scolarisé en France et parler, même si c'était pas la langue native, à partir de 3-4 ans, immédiatement le français. Donc l'enjeu n'est pas d'apprendre le français comme un code étranger. On voit que les personnes ont été scolarisées pour les deux et on voit que par la suite, des entrées rapides dans le monde du travail et des emplois peu qualifiés n'ont pas nécessité que soit mobilisée la lecture, l'écriture, ce qui est mis en avant avec le peintre en bâtiment, mais aussi le calcul, ce qui est mis en avant dans la dernière séquence avec la recette de cuisine. Et c'est des choses qu'on n'a pas à l'esprit parce que le mot met la focale, illettrisme, sur le lire et l'écrire. Donc, et on voit aussi
ce que les personnes déploient comme énergie pour pallier cette maîtrise insuffisante du lire, écrire, calculer, puisque le peintre en bâtiment a appris par cœur le code de la route, de manière à pouvoir répondre aux questions, et il est donc titulaire légitimement de son permis de conduire. On voit aussi que les deux personnes travaillent, donc être en emploi, avoir le permis, ne signifie pas que tout va bien, en fait. Et ça aussi, c'est des représentations qu'on pourrait avoir. Puisque la personne conduit, c'est qu'elle lit sans difficulté. On voit que des stratégies de contournement de la difficulté qui mobilisent d'autres, qui développent d'autres compétences, donc là, en l'occurrence, une mémorisation très forte, sont mises en œuvre. Et ce qu'on voit aussi avec ces témoignages, c'est l'impact sur les personnes. Donc, on voit la situation de stress avec les chaussures les pieds qui battent au moment de remplir le formulaire pour le peintre en bâtiment. Et on voit la mésestime d'elle-même que la maman avait. Je suis plus une incapable, dit-elle, mais elle n'a jamais été incapable. Elle est famille monoparentale. Ses deux filles ont des repères. Elles sont scolarisées. Elles bénéficient de l'aide nécessaire pour la plus jeune en 6e. Mais le regard que la mère portait sur elle-même était très, 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 très négatif. Et c'est une des spécificités aussi de l'illettrisme, cette impression que, bien qu'ayant été scolarisée, si je n'y suis pas arrivée, c'est que j'ai peut-être un problème. Voilà, donc on pose des éléments de définition avec ces deux témoignages, et on peut passer à la diapositive suivante qui vous met dans la peau d'une personne en situation d'illettrisme. Je vous laisse quelques secondes. C'est une phrase courte. Que dit-elle? Alors, est-ce que certains veulent se lancer, écrire la phrase dans le chat? C'est pas facile, hein. Moi, j'ai quelques mots, mais la phrase entière. Et pourtant, c'est l'alphabet phonétique international. Donc, c'est un alphabet qui existe réellement et qu'on a tous croisé dans notre scolarité, puisque c'est celui qui est utilisé pour savoir comment se prononce un mot. Donc, il ouvre la définition dans un dictionnaire de langue française. Et puis, quand on a commencé les langues étrangères, dès le collège, il est utilisé. Donc, il est inconnu pour personne. Imagines-tu la difficulté de lecture et d'écriture? Merci de vous être jeté à l'eau. Effectivement, le premier mot, c'est celui qui nous propose des repères les plus simples, imagine. Mais après, non. Après, c'est imaginez que vous soyez confronté tous les jours à des difficultés de lecture et d'écriture. Et donc là, on voit le temps que prend le fait de déchiffrer. Voilà, la proposition de Caroline est parfaite, c'était ça. Mais donc, il a fallu le temps de la taper et j'avais lu la phrase avant, mais en effet, c'était cela. Et qu'est-ce qui est mobilisé? Donc, un temps très long qui vous permet pas d'agir rapidement en situation, un risque d'erreur très fort, la première proposition, ton témoignage Alice, et puis on essaye de reconnaître les signes qui nous sont les plus familiers, et on essaye d'inférer à partir du contexte. Puisque là, il n'y avait pas de difficulté, j'ai pas pris une phrase qui parle de toute autre chose que de notre sujet d'aujourd'hui. C'est ce que vit une personne en situation d'illettrisme. Donc, le risque, la peur permanente de ne pas avoir accédé correctement au sens, un temps décuplé, et décuplé en plus, évidemment, par le stress, et se raccrocher à ce qui reste de ce qu'on avait appris, mais qui ne s'est pas fixé de manière irréversible. Ce qui nous amène à la diapositive suivante et qui montre bien la spécificité de l'illettrisme. Donc, quand on fait le distinguo avec d'autres situations, l'alphabétisation, la personne n'a pas été scolarisée. On est face à un premier apprentissage, il faut tout mettre en place puisqu'il n'y a pas de point d'appui. Ensuite, la personne a été scolarisée. Si elle l'a été dans une langue autre que le français, on est face à un enjeu qui sera celui en formation du français langue étrangère. Le français est un code autre, je dois l'apprendre, et puis il y a des enjeux d'interculturalité, comment fonctionne la collectivité dans laquelle j'arrive, quelles sont ses spécificités culturelles. Donc, je peux par contre maîtriser parfaitement le calcul, l'abstraction, la gestion du temps, de l'espace. Et puis, la situation, donc des personnes en situation d'illettrisme qui ont été scolarisées et qui l'ont été en langue française,
et qui, à l'issue de l'instruction obligatoire, à l'issue des 16 ans, dans le témoignage qu'on a eu, aujourd'hui, à l'issue des 18, que l'obligation de formation fait qu'entre 16 et 18, on est censé être inscrit quelque part, donc toujours bénéficier soit d'un processus d'apprentissage, soit de dispositifs qui nous permettent d'y retourner, ou en tout cas, on n'est pas seul, normalement, face à des difficultés, et je ne maîtrise pas suffisamment le lire, écrire, compter et me situer dans le temps et dans l'espace pour être autonome. C'est vraiment la définition de l'illettrisme, et c'est pourquoi l'enjeu n'est pas un enjeu linguistique à apprendre la langue, mais bien un enjeu de compétences de base, et bien un enjeu qui va concerner 5 compétences, celles que j'ai déjà citées, et la compétence numérique, puisque sortir de l'illettrisme, c'est accéder à l'autonomie. C'est être en capacité de pouvoir tout faire seul, sans stress, de manière durable, sans dépendre ni d'un dictaphone, d'une commande vocale, ni d'amis ou de collègues. Et donc, pour être autonome à l'heure actuelle, dans la vie courante comme au travail, je dois pouvoir maîtriser aussi la compétence numérique de base. On peut passer, voilà. Donc, l'illettrisme, c'est, en France, cette définition. Accéder à l'autonomie par une maîtrise suffisante des compétences de base. Et on a aussi le terme d'électronisme que vous connaissez bien. Non, c'est parfait. D'électronisme qui, lui, va désigner la situation d'une personne qui ne maîtrise pas assez les outils usuels numériques pour accéder aux informations, les traiter, agir en autonomie, mais le terme d'électronisme peut dès lors désigner des personnes qui, par ailleurs, maîtrisent les autres compétences de base. Je prends souvent cet exemple d'un vieux prof de fac. Il était prof d'astrophysique, il était prof de littérature. Il n'est pas du tout une génération native, il a 75 ans, il est rétif à l'ordinateur. Lui, il est en situation d'électronisme. En revanche, parmi les personnes en situation d'électronisme, et on le voit, pour PACA, c'est 660 000 personnes en 2019, c'est 16% de la population âgée de 15 ans ou plus, donc les jeunes sont concernés. Parmi elles, il va y avoir des personnes qui ne peuvent pas accéder à la compétence numérique de base parce qu'elles n'ont pas les compétences de base, lire, écrire, calculer et se situer dans un espace, se situer sur une page. Donc, dans ce cas-là, pour bien mettre en exergue la compétence numérique, on parle aussi de double illettrisme. Celui qu'on connaît depuis des décennies et depuis 2019, la prédominance de la compétence numérique de base. Voilà. Donc, les volumes des situations, ce sont des chiffres de 2024. L'INSEE a mené au niveau national une enquête formation tout au long de la vie sur un échantillon de personnes de 18 à 64 ans et a été accolé à cette enquête le module de mesure de l'illettrisme. C'est un module qui propose des tests aux personnes, donc c'est pas un module déclaratif. Donc certes, l'enquête est toujours, c'est le principe sur un échantillon, mais là vous avez bien des résultats de tests passés par les personnes. Et sur ces tests, donc 3,7 millions de personnes sont en grande difficulté avec les compétences de base, donc une personne sur 10. Si on fait un focus sur ces 3,7 millions de personnes, donc c'est 10,5% de la population française en grande difficulté avec les compétences de base. Parmi elles, 4% sont en situation d'illettrisme, je ne maîtrise pas le lire, l'écrire pour être autonome, et 9% en situation d'innumérisme, je ne maîtrise pas le calcul et le raisonnement logique pour être autonome dans les situations de la vie quotidienne. Je ne peux pas rentrer dans un magasin avec une somme en poche, un magasin que je ne connais pas, j'ai pas de repères sur les produits que je prends d'habitude, je ne sais pas ce que je peux prendre avec la somme que j'ai en poche. Et puis je suis parent d'un enfant qui est petit, je dois lui donner des médicaments, eh bien je ne peux pas faire les dosages, puisque avec les bébés, il faut calculer combien en fonction du poids de l'enfant, bref, c'est de la mathématique. C'est pas juste une gélule à donner, je ne peux pas le faire. L'innumérisme, c'est vraiment ça. Et évidemment, c'est ce qu'on a bien vu avec la définition sur laquelle j'ai pris le temps de m'arrêter, que les difficultés se cumulent. Si je suis en illettrisme, je vais aussi être en situation d'innumérisme
Et ça, c'est pour 26% des personnes que ces deux difficultés se cumulent. Ensuite, quelques infos sur les âges et les territoires. Donc, 52% des personnes qui sont en très forte difficulté ont plus de 45 ans. C'est l'érosion des compétences, et c'est ce qu'on a vu dans les deux témoignages, hein. Et pour l'homme et pour la femme, je n'utilise plus une compétence qui a été mal fixée, eh bien, je finis par la perdre. Et donc, plus les personnes vieillissent et n'utilisent pas ces compétences, et plus elles les perdent. Mais il y a quand même un regard à avoir aussi sur les 18-24 ans, qui sont 15% à être concernés. Donc, l'allongement de la scolarité et une meilleure prise en charge aussi avec l'école inclusive de certaines difficultés, des troubles 10 qui, lorsqu'ils n'étaient pas vus par le passé, empêchaient l'enfant d'avoir une acquisition correcte et irréversible de ses compétences. Malgré tout cela, recevoir un jeune ne signifie pas qu'il n'est pas potentiellement en très grande difficulté avec les compétences de base. Et tous les territoires sont touchés, avec une prévalence des quartiers politiques de la ville qui concentrent les difficultés sociales et matérielles les plus fortes. Donc évidemment, les personnes qui sont les moins qualifiées vont se trouver d'abord sur des logements qui vont être plus accessibles et être en quartier politique de la ville. Mais on le voit, les zones rurales sont aussi très touchées. Et une autre représentation, mais ça, le témoignage qu'on a eu en ouverture le montre bien, quand une personne est salariée, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'illettrisme potentiel. Et donc, pour les personnes qui sont en situation d'illettrisme, plus d'une sur deux sont en emploi. Donc, recevoir une personne qui travaille et qui a le permis, on l'a bien vu, ça ne veut pas dire que ces difficultés ne peuvent pas être liées à une situation d'illettrisme. Usage d'Internet et les démarches en ligne, donc résultat de cette enquête qui n'évaluait pas spécifiquement les usages et la compétence numérique des personnes, mais en revanche l'impact des situations d'illettrisme sur la possibilité d'accéder aux démarches en ligne. Et donc on le voit, le ratio montre bien que les personnes qui sont en très grande difficulté utilisent beaucoup moins souvent Internet et sont beaucoup moins en capacité de réaliser seules ces démarches. Donc ça se recoupe avec les chiffres de non-accès, de non-recours aux droits, qui parmi les populations les moins qualifiées, les plus en difficulté pour à la fois l'accès à l'emploi et la sortie de la précarité, ne peuvent pas prétendre faire valoir leurs droits parce que ceux-ci sont dématérialisés. Donc, les situations d'illettrisme sont très souvent au cœur de ces empêchements. Et donc, comment je fais pour me rendre compte d'une situation d'illettrisme? Le plus simple, c'est déjà de se rendre compte avec tout ce qu'on vient de voir que on peut pas avoir de stéréotypes. On ne peut pas imaginer que la personne en situation d'illettrisme ne travaille pas, n'a pas le permis, est nécessairement peut-être d'origine étrangère. Tout ça, c'est pas possible. Donc en fait, il s'agit d'avoir à l'esprit que certains points d'étonnement peuvent être des indices et que ce cumul d'indices qui peut former un faisceau va être un point d'appui pour déceler une situation d'illettrisme. Quand je parle d'étonnement, on peut être surpris dans la récurrence pour laquelle quelqu'un va venir en espace France Service, par exemple, qu'elle pose toujours la même question sur le même mot, qu'elle n'y arrive pas, qu'elle arrive toujours en retard, qu'elle soit pas capable finalement d'aller dans des lieux qu'elle connaît pas et que vous lui recommandez, parce qu'il peut y avoir une association qui pourrait l'aider aussi. Des choses qui peuvent nous paraître très simples et qui sont visiblement des obstacles pour la personne, ça peut susciter des points d'étonnement. Et donc, quelqu'un qui arrive toujours soit très en avance ou très en retard à un rendez-vous, c'est qu'il n'arrive pas à gérer l'heure. Et en fait, l'heure, c'est du calcul. C'est évidemment, il est telle heure, combien de temps il me faut pour arriver là-bas, c'est du calcul. Je peux pas le faire mentalement quand je suis en situation d'illettrisme. Donc, soit je gère mon stress en arrivant beaucoup trop tôt, soit j'arrive en retard parce que j'ai essayé de faire au mieux, mais c'était pas possible.
Et donc ça peut être un indice. Des personnes qui refusent, on cite souvent le fait de contourner par un empêchement physique. J'ai pas mes lunettes, je me suis fait mal au poignet. Toutes des choses qui pourraient, dans leur récurrence, finir par attirer l'attention. Donc c'est le système du faisceau d'indices. Voilà, se dire que la récurrence d'une situation, quelque chose qui a l'air simple et qui pour la personne l'est pas, et allume un petit voyant. Donc la diapo indique qu'on pourra fournir avec le PowerPoint un vadémécum justement qui recense, parce que pour étayer un peu tout ce qui fait étonnement, nous avons bien sûr des grilles d'analyse. Donc qu'est-ce que je peux observer et en quoi ça peut être un signal fort ou un signal faible. Qui peut vous aider sur le territoire? Vous voyez, le hub qui prend vraiment en compte la question au sein du numérique inclusif, les situations d'illettrisme. Vous avez également le Centre de ressources illettrisme et analphabétisme, donc association qui existe depuis 24 ans sur le territoire, qui est financée par la région et l'État et qui a vraiment pour vocation de fournir des ressources et de professionnaliser sur 2 champs. Celui qui nous concerne aujourd'hui, les situations d'illettrisme, mais également sur les situations d'analphabétisme. Donc c'est, comme son nom l'indique, un centre vraiment ressources, accessible en ligne. Il est basé à Marseille, ses locaux sont à Marseille, mais de très nombreuses ressources sont produites sur son site et un programme de professionnalisation semestrielle est aussi à disposition avec à la fois des rendez-vous physiques qui peuvent se déplacer en région, en département, mais aussi des séances en visio. La NLCI, donc, que je représente en PACA, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, qui est une agence, donc en fait un groupement d'intérêt public interministériel sous tutelle du ministère du Travail. Donc c'est la Direction générale emploi formation professionnelle qui est l'administratrice principale de la NLCI, mais qui est administrée par un représentant de tous les collèges États et dont le siège est à Lyon, mais qui a depuis 4 ans maintenant un chargé de mission à temps plein dans chacune des régions et collectivités territoriales du territoire, avec pour mission d'outiller les acteurs sur ce qui peut manquer dans les territoires, de développer des référentiels, des démarches, des outils. La NLCI porte le service public numérique EVA, par exemple, et puis à développer la démarche Duplex. Et là, je laisse la parole à Dominique et Marouane pour... Merci Alors, Corinne. je la laisse de manière un peu précoce, mais vous aurez le diapositif, le diaporama. Donc, voilà, ça, c'est une petite vue circulaire des outils. Merci. Dominique, si tu veux prendre la parole, tu peux. Je veux bien, mais alors ce serait peut-être la slide suivante. Oui, effectivement, je suis en retard. Hop. Voilà, donc on va faire un petit historique pour comprendre un peu cette démarche, comment elle est venue là. Donc en une frise, avant 2016, les savoirs de base, lire, écrire, compter, se repérer dans l'espace et le temps. La NLCI se rend compte qu'avec les nouvelles technologies, de plus en plus, on est tourné vers du numérique. Vous voulez acheter un billet de train, vous avez une borne. Vous voulez faire des achats sur Internet, il faut savoir utiliser soit le téléphone, soit le PC, etc. Donc, il y a un travail qui est fait par une équipe de la NLCI sur cette fameuse démarche qui s'appelle la démarche Duplex. Alors, pour l'instant, je dévoile pas tout complètement ce qu'est la démarche Duplex. En 2021, l'utilisation des outils numériques ça devient un savoir de base, en plus des quatre initiaux. Et tout à l'heure, on vous parlait d'électronisme, parce qu'à l'intérieur de cet électronisme, c'est décliné en savoir utiliser des logiciels ou applications, gérer de l'info, résoudre des problèmes ou savoir communiquer. Donc, vous voyez,
c'est vraiment un savoir de base qui a sa propre typologie et qui est adapté aux outils modernes. En 2022, donc nous sommes 24 formateurs formés à Paris sur cette démarche duplex. 24 formateurs pour l'ensemble de la France et des DOM-TOM réunis. Donc ça fait pas beaucoup de formateurs, comme vous pouvez le voir. On avait en charge, donc ces 24 formateurs initiaux, on a en charge donc de déployer cette démarche. Et on commence à s'y atteler avec l'aide de Corinne, donc notre chargée de mission régionale, et de SCIC Tetris. À l'époque, c'était pas Marwan, donc c'était un autre collègue qui était là. On commence à développer un certain nombre d'actions. Alors, comme vous pouvez le voir, ça a commencé par une initiation de 8 participants sur le projet Lab 3i. Vous aurez un petit retour en fin de témoignage tout à l'heure par rapport à ce qui a été fait dans ce cadre-là. Le premier engagement qu'on a pris dans le cadre de la démarche duplex, donc ça a été avec les missions locales. Vous voyez, 58 conseillers Milo, donc ce sont les missions locales PACA. Première année, sur 7 missions locales, deuxième année, 8 missions locales. Voilà. Donc là, la formation, ça consistait à former des conseillers sur une demi-journée. Je sais que c'est pas très long, mais c'était plus pour leur donner les outils qu'il fallait déjà pour détecter et commencer à mettre en œuvre une démarche et face publique pendant une journée et demie. Donc, on montrait comment on déployait cette démarche duplex sur un atelier, sur une formation. Et donc, au sein des missions locales, vous avez des ateliers qui existent déjà. Et notre but à nous, en tant que formateurs, c'était de leur montrer qu'il fallait adapter pour les publics en situation d'illettrisme ou d'électronisme. On a continué donc ce développement et nous sommes arrivés maintenant à faire de la formation de formateurs et de la formation d'intervenants. Alors, formation de formateurs, on n'a pas terminé. Il est prévu qu'il y ait 12 formateurs formés pour l'ensemble de PACA et 60 intervenants sur l'ensemble PACA aussi. Donc c'est en cours et c'est là où Marwan et Simon nous ont rejoints en tant que formateurs de formateurs et nous espérons bien finaliser assez rapidement pour que la démarche duplex fasse tâche d'huile. Donc, c'est en cours. Oui, on va passer à la suivante. Donc, pour amener un peu par rapport à tout ça, comme vous le voyez, 13 millions de personnes qui sont concernées, dont 660 000 en PACA, ce qui est assez important, d'où la nécessité de déployer cette démarche et de la faire comprendre au plus grand nombre. Donc là, effectivement, on rentre dans qu'est-ce que le déploiement de la démarche et qu'est-ce que la démarche surtout. Alors, la démarche, elle se base sur 4 piliers, 2 qui sont plus sur le côté humain et relations humaines, et 2 qui sont plus sur le côté, on va dire, technique. Donc, ce qui est relations humaines, humain et relations humaines, donc vous voyez, ce sont les 2 piliers verts. Et le côté technique, ce sont plutôt les piliers violets. Donc, par rapport à un atelier lambda
avec du public classique. Quelles vont être les différences? Euh, alors, ou les choses identiques. L'accompagnement humain spécifique, ben, on va prendre en compte cette difficulté, ce manque de savoir de base. Il va falloir motiver les personnes. Donc, il va falloir déjà pouvoir discuter avec elles, bien faire l'interconnaissance, et après s'appuyer, donc vous voyez sur le deuxième pilier, le contexte stimulant, s'appuyer sur des choses personnelles, sur des besoins personnels, sur des centres d'intérêt. Dans la formation d'adultes, si vous ne travaillez pas sur les centres d'intérêt, déjà en général, ou sur les besoins, euh, vous n'allez pas arriver très loin. On n'est plus dans le système de la pédagogie. On est dans le système de l'andragogie. Donc, c'est la pédagogie adaptée aux adultes. On va s'appuyer vraiment sur leurs centres d'intérêt pour les faire avancer et on va utiliser, donc sur les deux autres piliers, la technique. Donc, on va utiliser le numérique pour travailler sur l'ensemble des savoirs de base, donc les 5. On va mettre en œuvre des contenus simplifiés, ça va être ce qu'on va utiliser du FALC, donc du facile à lire et à comprendre. On va utiliser d'autres outils facilitateurs. On va essayer de faire en sorte que les constructions des présentations soient simples. Vous avez un sujet, un verbe, un complément par mot. Voilà. Et en face, on va utiliser systématiquement soit l'ordinateur, soit la tablette, soit le smartphone pour travailler sur ces ateliers. Je donne un exemple. Je suis à la recherche d'un emploi, je suis en situation d'illettrisme, j'ai besoin de faire mon actualisation chez France Travail, j'ai des problématiques de lecture, comment je fais? Donc, nous, en tant qu'intervenants auprès de ce type de public, on va construire un programme adapté, donc avec des visuels, des choses simples à retenir. Hein, tout à l'heure, on le voyait bien dans la petite vidéo de départ, ce peintre en bâtiment qui a réussi à passer son code de la route. Et bien là, de la même manière, on va pouvoir travailler pour cette personne qui est en recherche d'emploi, le visuel, déjà pour qu'elle puisse le faire seule, mais au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'atelier, on va ajouter du vocabulaire, on va aller chercher des synonymes, on va lui expliquer ligne par ligne la démarche. Donc, elle aura les acquisitions aussi sur les autres savoirs de base et pas seulement sur cette actualisation en tant que telle. Là, je vais peut-être laisser la parole à Marwan, qui est plus sur l'ingénierie. Merci beaucoup, Dominique. Si tu me permets, Dominique, je rajouterais juste aussi, en tout cas, la philosophie de la démarche, c'était de s'appuyer sur la digitalisation en tout cas, du monde dans lequel on vit, que ce soit les formations, que ce soit les démarches administratives. Donc, de s'appuyer sur cette opportunité, que l'outil numérique soit un appui pour travailler ça, c'est toute la philosophie aussi de la démarche. Et de ne pas stopper une personne en situation d'illettrisme qui souhaiterait accéder à une autonomie via le numérique, à une formation sur le numérique, ne pas la stopper à une formation préalable sur
et donc devenir la duplex. Donc, ces démarches, déjà, elles visent les professionnels qui travaillent au quotidien, médiateurs numériques, conseillers numériques, formateurs, référents famille en centres sociaux, en tout cas, toutes ces personnes, cet écosystème d'accompagnement socio-professionnel des personnes en situation de double illettrisme pour le coup. Et donc, le parcours de formation, en tout cas, les compétences à acquérir durant cette formation, elles sont au nombre de 4. Donc, la première, la connaissance approfondie des spécificités du public en situation de double illettrisme. Je reviens pas dessus, Corinne l'avait plutôt bien balayé. Donc voilà, c'est gagner en expertise sur ce public-là pour pouvoir le repérer, l'identifier et l'accompagner. Pouvoir analyser une demande d'intervention, qui est la compétence numéro 2. Donc, quand je suis médiateur numérique, quand je suis formateur, quand je suis référent famille dans un centre social, la façon dont je vais me déployer la démarche duplex, la façon dont je vais m'en saisir est différente. Donc, on travaille sur cette compétence-là pour ensuite concevoir un atelier qui est adapté aux personnes en situation d'illettrisme. Alors, ça peut être un atelier, ça peut être un temps de formation. Donc, un atelier, on est plutôt sur des médiateurs numériques, un temps de formation pour des formateurs, un accompagnement socio-professionnel, c'est ce qu'on a eu, par exemple, sur les missions locales, et ensuite pouvoir animer avec cette démarche, puisque c'est une démarche de formation, donc qui comprend des compétences pédagogiques, andragogiques, donc comment ensuite je la déploie concrètement pour animer et accompagner les personnes vers une autonomie numérique. Donc voici le parcours de formation qu'on a réfléchi ici en PACA de façon hybride. Donc hybride, mélange entre de la formation en distanciel synchrone, distanciel asynchrone, donc tout seul, derrière son ordi, à la maison, au travail, et aussi du présentiel. Donc là, vous avez le petit chemin du petit vélo qui parcourt les différents sommets donc, pour arriver jusqu'au bout. Donc lorsqu'on s'engage dans cette démarche de formation, il y a 8 semaines qui sont consacrées à la formation, et donc durant ces 8 semaines, on étale les différents contenus qui sont apportés pour en tout cas aller vers les compétences qui sont visées par la démarche. Un premier webinaire de lancement, et ensuite vous avez accès à un MOOC en auto-formation qui dure 14 heures en tout, qu'on répartit sur 8 semaines. Donc ça fait à peu près voilà, 2 heures par semaine, mais le MOOC est ouvert entièrement. Donc si on a envie de faire le MOOC rapidement, c'est possible. Si on a envie de prendre le temps, c'est possible aussi. Sachant que les différents modules du MOOC sont répartis sur la formation qui est cadencée par des visioconférences. Il y en a 3. Sachant que les visioconférences, en tout cas, ce qu'on s'est dit ici en PACA, ce qu'on veut faire, c'est de consacrer ces visioconférences, consacrer les formations présentielles à faire des choses qui sont de la mise en pratique. On se dit que réunir des gens, réussir à réunir des gens à un même moment, à un même lieu, c'est bien précieux pour une formation. Et donc, on veut éviter l'apport théorique durant ces temps-là, on veut le limiter. Du coup, le MOOC nous a aidé un petit peu là-dessus. Donc, 3 visioconférences où l'idée de travailler collaborativement à construire une solution concrète sur le terrain. Voilà. Si je suis médiateur numérique, durant ces 3 visios, je vais travailler à 2-3 à construire un atelier à la démarche duplex que je pourrais réellement déployer derrière. Et la formation en présentiel, donc les 2 jours, sont là pour expérimenter ce qui a été conçu en amont. Donc on réfléchit collectivement à un atelier, on réfléchit collectivement à un temps de formation, et ensuite on l'expérimente avec la démarche duplex. Donc l'idée c'est que ce soit une formation qui soit axée sur l'action, et donc de mettre en pratique les personnes parce qu'on estime que c'est ce qui permet le mieux, en tout cas, d'acquérir une compétence. À l'issue de ces 2 jours de formation, on arrive à la certification duplex, sachant qu'il y a une attestation de suivi qui est attachée au MOOC sur les 14 heures de formation, et ensuite il y a une certification par la NLCI et un système d'open badge qui est en cours de création. Si Corinne, tu veux en dire quelques mots.
Voilà, donc la LSCI est en train de finaliser une façon de certifier par Open Badge 3 niveaux de maîtrise. Donc je suis intervenant de la démarche duplex, je suis en médiation, premier niveau, en formation, où je suis formateur habilité à former des intervenants à la démarche duplex. Donc ces 3 Open Badges sont en cours de finalisation. Voilà, le groupe de travail national et puis les travaux qui se déploient. Donc, ce sera imminent et une réflexion se pose aussi pour avoir une certification inscrite au répertoire. Donc, voilà, on aura dans un premier temps l'attestation de suivi du MOOC, l'attestation de formation, de ce qui a pu s'y acquérir, et puis l'Open Badge dans un court terme et avec une visée, vous le voyez, qui sera une reconnaissance encore plus appuyée dans les travaux qui s'engageront pour être validés au répertoire, inscrire la certification au répertoire. On a une question dans le chat du coup de Caroline qui nous demande est-ce que cette formation est destinée uniquement aux personnes en région PACA? Et une deuxième question qui vient d'arriver aussi sur les conditions requises pour suivre cette formation, comment la demander? Je crois que ça, on y vient dans les prochaines Alors, je slides. peux répondre sur PACA, c'est-à-dire que, Dominique le disait, Ouais. 24 formateurs formés au niveau national, donc formateurs d'intervenants et de formateurs pour pouvoir déployer la démarche. Donc, il est possible dans d'autres régions de mobiliser ces formateurs. Là, tout ce que nous développons ici, c'est le travail que nous avons mené en PACA pour déployer la démarche et la rendre accessible au plus grand nombre. Donc, les modalités que nous présentons là sont propres à PACA, sur un référentiel de démarche à NLCI qui reste national, bien sûr, mais ce que nous vous présentons là et la suite, c'est pour PACA. Oui, parce qu'il y a une communauté qui commence à grandir ici en PACA. Il y a des réflexions qui sont menées au niveau national, mais la formation telle qu'elle est menée ici en PACA sera différente dans d'autres régions pour le moment. Voilà. Et donc le dernier point, c'est la communauté duplex, puisque c'est une démarche qui est assez récente, c'est une démarche de formation qui est assez récente. Elle s'appuie aussi sur les expérimentations qui sont faites sur le terrain, sur l'expérience des formateurs, des médiateurs numériques, des conseillers en mission locale. Donc l'idée, c'est de la faire évoluer et de la faire coller aux problématiques réelles de terrain que les gens rencontrent avec des publics en situation de double illettrisme. Donc cette communauté, il y a des outils pour pouvoir l'animer. J'y reviendrai tout à l'heure, mais voilà, il y a un Padlet collaboratif. Il y a des réunions qui se tiennent en visio tous les 2 mois pour pouvoir faire de l'échange de pratiques. Et le MOOC, en tout cas, a été réfléchi aussi de cette manière-là, puisqu'il y a des forums qui sont attachés pour pouvoir poser des questions, pouvoir y répondre et pouvoir faire vivre une communauté. Donc avoir à la fois un espace de formation et un espace de collaboration. Donc de communauté de pratique. Donc voilà, c'est ça, c'est le CMOOC. On entend souvent parler de ce mot MOOC un petit peu à toutes les sauces. En fait, on en distingue 2 qui sont les XMOOC, qui sont des modules d'e-learning qui sont massivement ouverts, et les CMOOC qui sont collaboratifs. Et en tout cas, nous, on a voulu réfléchir à quelque chose de collaboratif. Donc, 3 grands principes qu'on y a mis, c'est le micro-learning. Donc, c'est la division des apprentissages en courts temps d'apprentissage de 10-15 minutes. Donc, ça permet soit d'aller, pour certains qui aiment bien picorer les temps par-ci, par-là et avancer là-dessus. Il n'y a pas vraiment En tout cas, il y a une ingénierie qui vise à avancer dans un certain sens, mais on peut picorer d'abord le 4e module avant d'attaquer le 2e. Mais ce sont de courtes sessions qui se valident au fur et à mesure. Le 2e, c'est le principe de la gamification des apprentissages. Donc, en fait, il n'y a pas de vidéo à lire, de PowerPoint à lire, sans qu'il y ait des choses qui sont attachées en même temps à l'activité. Donc, en fait, il n'y a que des activités d'apprentissage. On adopte en tout cas l'approche qui est utilisée dans la gamification des formations, avec des quiz, des mots croisés, des scénarios, des escape games pédagogiques. Donc, voilà, tout ça c'est construit pour que ce soit ludique
et surtout mettre en action, puisque simplement regarder une vidéo, c'est pas la meilleure façon d'apprendre. Par contre, dès qu'on est mis en action, c'est là que les choses impriment. Donc, on a utilisé ces deux principes-là. Et après, j'en ai parlé tout à l'heure, la communauté de pratique. Donc, à la fois les forums, donc avec plusieurs questions qui sont posées selon les modules. La possibilité pour les personnes qui sont formées d'elles-mêmes aussi poser des questions à la communauté, puisqu'une fois que je suis formé sur ce module-là, sur le CMOOC, en fait, j'ai accès tout le temps. Et lorsqu'il y a une question qui arrive sur le forum, j'ai accès aussi. Et donc, je peux, même lorsque j'ai terminé ma formation, revenir sur le MOOC et répondre aux personnes, partager des choses. Il va y avoir des liens, en tout cas des webinaires qui se lancent. Bah, j'y ai accès directement par la plateforme en recevant un mail. Donc voilà, l'idée, c'est que ce soit un outil au service d'une communauté. Et donc la communauté du Plex, j'en ai parlé plusieurs fois, mais pour revenir dessus, donc le premier mardi tous les 2 mois, 11 réunis pour un partage d'expérience. Et donc là, le prochain, c'est en mars. Et il y avait une question qui concernait les modalités de candidature. Donc comment candidater? Peut-être je commence par la date qui n'est pas inscrite. On a une deadline là jusqu'au 7 février qu'on a repoussé. Donc c'est la deadline pour pouvoir candidater en tant qu'intervenant, qu'intervenante à la démarche du Plex. Donc vous voyez à gauche dossier de candidature, donc CV, formation en compétences acquises, les étapes clés du parcours et en expérience en lien avec l'illettrisme, le double illettrisme. En fait, c'est simplement de faire un focus sur ce CV-là ou sur quelque chose qui sera rédigé, un focus sur les expériences que vous avez en lien avec ce public-là, dans votre travail ou en dehors. Et après, de concevoir un atelier, juste avant, de concevoir et de présenter un atelier que vous pourriez destiner à des personnes en situation de double illettrisme. Simplement parce qu'on s'engage dans une démarche de formation et donc il faut avoir quelques acquis, quelques facilités sur comment je scénarise un atelier, comment je scénarise une formation pour pouvoir être en facilité après lorsqu'on s'engage sur la démarche du Plex. Et donc voilà, en cas de question, vous avez ici le mail. Je l'ai ajouté dans le chat aussi, vu que la présentation ne sera pas envoyée direct après. Comme ça, vous avez au moins déjà l'adresse de contact. Merci Marwan. Alors du coup, je suis désolée pour s'il y a des personnes qui ont des contraintes horaires, on dépasse un petit peu. On a du coup une partie retour d'expérience avec Marwan qui voulait un petit peu parler des missions locales en PACA, Simon Drouard aussi qui a une intervention, et après la présentation d'un projet, on verra si on a le temps parce que de toute façon les intervenants n'étaient pas disponibles pour ce projet-là. Du coup, je me suis entretenue avec eux pour vous le présenter. Mais voilà, vous aurez toutes les ressources dans la présentation si jamais on n'arrive pas à faire celui-ci, pour pas vous garder trop longtemps non plus. Et du coup, je te repasse la parole. Est-ce qu'on a introduit par Eva peut-être Corinne? Oui, donc pour le projet mission locale, en fait, on est parti d'un constat. C'est l'association régionale des missions locales et moi-même, parce que depuis ma prise de fonction, nous travaillons très très bien ensemble. Et depuis la Covid, les missions locales notent que de plus en plus de jeunes sont en défaut d'autonomie. On a ciblé les 16-18 d'abord, ceux qui ne répondaient pas à l'obligation de formation et qui sont donc inscrits en mission locale. Et puis on a ouvert un peu aux jeunes majeurs. Mais parmi ce public en défaut très fort d'autonomie, et donc très perdu par rapport à ce qui est finalement le monde extérieur, le monde de comment j'ouvre un compte en banque, comment je vais sur France Travail, comment, plein de comment, et la réponse à ces comment qui étaient numériques et puis qui pouvaient impliquer des temps de groupe. Donc le principe a été que les conseillers allaient d'abord repérer les jeunes qui répondaient à cette problématique. Mais après, la question, c'était parmi ces jeunes en défaut d'autonomie, lesquels sont freinés parce qu'ils ne maîtrisent pas suffisamment les compétences de base. Parmi ceux qui sont à tel point en défaut d'autonomie, dans l'imbrication des causes, est-ce qu'il n'y aurait pas potentiellement une situation d'illettrisme? Et donc, pour cela, a été utilisé le service public numérique, le test EVA, qui est directement accessible en ligne, porté par la NLCI et développé dans le cadre des programmes de start-up d'État, donc financés par la DINUM et la DGEFP sur son berceau et maintenant financé par la DGEFP.
Donc, Eva a été passée par tous ces jeunes et ça a permis de déceler des situations d'illettrisme parmi eux et donc de pouvoir ensuite mettre en place la suite du parcours qui était d'initier, et ça je vais te laisser la parole sur ce plan-là, les conseillers missions locales, de les former à la démarche duplex, de manière à pouvoir proposer un atelier qui vise à une meilleure autonomie sur les démarches numériques, les démarches en ligne, mais qui soit vraiment conçu selon la démarche duplex, de manière à pouvoir vraiment s'adapter aux jeunes qui, dans ce groupe-là, étaient en situation d'illettrisme. Voilà, sur le cadrage général de l'intention et des objectifs de ce projet. Oui, et une idée fausse qui se répand, qui est que les jeunes ne sont pas en situation d'électronisme puisqu'ils ont un téléphone entre les mains tout le temps, et complètement fausse parce que bah, aller sur un réseau social ne fait pas de moi quelqu'un d'autonome dans la vie avec le numérique. Et donc, ça a aussi permis de mettre en évidence ça, c'est cette grande difficulté, une fois qu'on est tout seul avec un smartphone ou un ordinateur, à accéder à une autonomie, même en étant jeune, pour faire ses propres démarches. Donc voilà, il y avait ce constat-là. Et donc, en tout cas, chez les missions locales, le besoin qui a été identifié, c'était d'adapter leurs propres ateliers, puisque là, en PACA, les conseillers et conseillères ont aussi la casquette d'animatrice d'atelier. Donc, c'est plutôt sur ça qu'on a axé le travail autour de la démarche duplex. Donc, d'abord un apport, une première matinée avec un apport sur la démarche duplex, et puis c'était les formateurs à la démarche qui, eux, animaient un atelier auprès des jeunes. Voilà. Et l'idée, c'était de s'imprégner de ce qui se faisait, à la fois le matin et puis par le formateur, pour ensuite, il et elle, concevoir ou adapter un atelier qu'elle faisait déjà. Donc, un atelier sur la conception de CV, un atelier sur la cuisine, un atelier sur trouver un employeur dans la ville, calculer un itinéraire, etc. Voilà. Et donc, l'enjeu, c'était comment on applique la démarche duplex à cette spécificité-là qui est je me repère dans le temps et l'espace, je travaille l'écriture, je travaille mes compétences numériques, je travaille le calcul. Donc voilà, le retour d'expérience a été plutôt globalement positif puisqu'on a eu un point pour faire avec les missions locales pour en discuter. Ce qui est ressorti, c'est que il est quand même compliqué parfois de réussir à différencier quelqu'un qui est en situation de troubles neurodéveloppementaux, à savoir dyslexie, dyscalculie et tous ces troubles-là, et quelqu'un qui est en situation d'illettrisme. Donc ça a été une difficulté pour elle chez les jeunes. Mais du coup, l'illettrisme, l'électronisme peut être, on pose la question là, peut être une conséquence d'un trouble qui n'est pas détecté et qui n'est pas accompagné, qui n'est pas suivi. N'empêche qu'on est en situation d'illettrisme et d'électronisme et on essaie d'être un peu orienté solution. Et donc, comment je propose et j'adapte mes pratiques pour ces personnes-là. Et donc voilà, un retour plutôt positif et donc de faire du numérique un appui pour travailler les autres compétences. Et donc là, c'était très orienté vers l'emploi, hein, c'est travailler un CV en prenant appui sur des outils numériques comme l'intelligence artificielle. Il y en a une qui me parlait d'un atelier sur la cuisine où là, on travaille des compétences de calcul. Mais la démarche duplex, ça a été simplement de repenser l'atelier et de plutôt faire chercher la recette de cuisine par les jeunes sur un ordinateur, d'aller sur YouTube, de suivre le tutoriel, plutôt que de donner une feuille papier imprimée avec la recette de cuisine. Donc voilà. En fait, on repense ces pratiques, on réfléchit ces pratiques sur comment je simplifie, comment je rends les contextes, en tout cas stimulants d'apprentissage. Ça peut aussi passer par la gamification. C'est quelque chose qu'elles emploient dans leur pratique avant, mais aussi pendant Duplex, qu'elles emploient beaucoup. Gamifier les apprentissages par certains outils comme Kahoot, Quizzes. Donc voilà, c'était un petit peu comment elles se sont saisies de la démarche dans leur propre contexte. Sachant que lorsqu'on intervient sur des professionnels, en fait, pour les former, chacun va se saisir différemment de cette démarche-là, qui est une démarche de formation, pour l'appliquer à la fois à son public, puisqu'on ne s'adresse pas qu'aux jeunes, ça peut être des personnes âgées, ça peut être des parents, ça peut être n'importe qui, et comment j'adapte mes compétences professionnelles à la démarche.
Merci beaucoup pour ce retour. Et puis, du coup, Simon, si tu veux prendre la parole pour, pour ton intervention également. Donc, rebonjour à tous. Alors, juste, je repose le contexte. À la base, je suis conseiller numérique et à Cavaillon, au centre social à Bastide. Et on a pas mal de personnes en situation d'illettrisme et d'électronisme, forcément. On a, bref, pas m'étendre sur la population. Je vais essayer de faire bref, déjà qu'on a un peu dépassé le délai. Mais pour moi, la méthode duplex, quand Dominique m'en a parlé, ça a fait sens tout de suite, parce que tout de suite, j'ai vu en quoi mes interventions classiques ne marchaient pas avec ce public-là. Ne marchaient pas, ça prenait trop de temps et j'étais mauvais dans l'adaptation de mes séquences pédagogiques, de mes interventions, pour être plus grossier, envers ce public-là. Alors, j'avais des méthodes, etc., etc. Et dès qu'on a été formé à la méthode duplex, je vais faire un peu des louanges à la méthode duplex, encore une fois, hein, mais c'est un peu le but. Ça a fait sens. C'est vraiment un parcours de formation. C'est une méthode créée par des humains pour des humains. Et pour moi, c'est un thème qui me touche particulièrement. On s'adapte, comme le disaient Marwan et Dominique. Le but, c'est vraiment de s'adapter, de se mettre à un niveau compréhensible pour les participants. Et ça marche. C'est ça qui est génial, c'est que ça marche. Dominique pourrait vous le dire. Le but avec ces ateliers-là, c'est pas de leur faire apprendre la langue française, c'est de partir d'un besoin spécifique et de les amener vers une certaine autonomie. On n'y arrivera pas à 100%. Pas en 3, 6, 9, 12 heures, on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à leur faire apprendre la langue française, etc., etc. Mais on y arrivera à amener une certaine autonomie, à leur faire comprendre que certains besoins, ils peuvent être autonomes. Et déjà, ça déclenche une envie d'autonomie chez les apprenants et aussi un certain contact un contact plus facile avec les formateurs. Cette méthode, elle marche et elle est très bienveillante et je voulais juste intervenir là-dessus. C'est on adapte les formations, on part sur un groupe qui pouvait être de 10-12 personnes, on le réduit à 4-6 personnes. Ça demande beaucoup d'implication de la part du formateur en termes justement d'adapter sa séquence et d'être beaucoup plus présent envers les apprenants. Mais c'est une position qui est plus du tout une information qui est beaucoup moins ascendante en termes de formation, mais beaucoup plus dans le partage. Et ça vaut le coup, si vous vous posez la question, est-ce que je voudrais être formé là-dessus? Ça vaut le coup de passer le cap. Vous allez apprendre pas mal de choses. Il y a des outils qui ont été mis en place, qui ont été réfléchis, appliqués et testés. Et voilà, je vous encourage fortement à faire partie de l'aventure. Et Marwan l'a souligné, il y a une espèce d'effet communautaire qu'on a envie de créer, de continuer, de faire perdurer, parce que c'est une méthode aussi qui est nouvelle, elle va évoluer. Et on a besoin de retour d'expérience, on a besoin d'une communauté pour dire, voilà, j'ai essayé ça, ça a marché, j'ai essayé ça n'a pas marché. Et aussi pour vous aider, vous. J'ai un atelier que je pense que je pense, ou alors j'ai un public qui est en situation d'illettrisme et d'électronisme, ou alors juste illettrisme, et je ne sais pas comment gérer mon atelier pour ces personnes-là. Et ben, la communauté est faite justement pour s'entraider. Il y aura des outils qui vont être développés pour les partages, pour le partage de fiches pédagogiques et tout ça, qui est déjà en lien avec les formateurs de formateurs, mais qui va s'étendre. Et voilà, c'est un aspect qu'on veut mettre, enfin, qu'on veut développer, l'aspect communauté. Et voilà, j'espère que vous ferez partie du groupe parce que honnêtement, ça vaut le coup pour vos apprenants et ça vaut le coup aussi pour vos méthodes pédagogiques. Voilà, c'est un petit level up pour vous et je vous encourage à le faire. Je m'arrête là, comme ça, je vous embête pas plus. Déjà qu'on a bien qu'on a bien étendu. Je vous aurais sorti plein d'anecdotes, plein d'exemples, mais voilà. Merci Simon. À plus tout le monde et bisous. J'étais obligé de le dire. J'étais obligé de le dire. Je suis désolé. Ça, c'est une référence à Dominique qui nous a mis un super gif dans la présentation que j'ai enlevé quand même. Mais, merci beaucoup pour toutes ces interventions. Comme je le disais, effectivement, on a pas mal dépassé le timing. J'avais quelques petites choses à vous présenter, ce qui s'appelle le projet Lab 3i.
Du coup, je vais juste vous expliquer, comme ça vous comprendrez une fois que vous recevrez la présentation. Donc, il y a comme contexte du coup que c'est un laboratoire qui a fait une expérimentation sur les sujets de l'illettrisme, l'illectronisme et l'itinérance. C'est une coopération qui a eu lieu dans 3 territoires qui se sont engagés sur 3 années. Donc, vous avez les 3 territoires ici. Je vous ai mis le lien du site pour en savoir plus. Et après, il y a quelques slides qui expliquent les objectifs de ce projet-là. Donc, 3 axes, notamment la coopération entre acteurs, la constitution, l'animation d'un réseau d'acteurs et les expérimentations. Voilà, c'est pas forcément que des personnes en situation d'illettrisme qui étaient concernées par ces expérimentations-là, mais plutôt de manière plus globale, la population allophone, les personnes analphabètes, également des seniors, donc tous les publics fragilisés, avec comme objectif d'accompagner ces publics vers l'autonomie, de créer du lien social et de mobiliser de nombreux acteurs sur ces sujets. Je vous ai mis également une petite vidéo qui est issue du pitch qu'a fait un des porteurs de projet lors du Forum des Interconnectés en 2023, où le projet a obtenu le label hors territoire innovant. Donc, le projet s'est terminé en 2023 et a eu lieu en 2024. Deux mots du projet Lab 3i. Je peux quand même vous passer la vidéo parce qu'elle dure 49 secondes. On n'entend pas très bien, donc je ne sais pas si ça va marcher, mais je vous la passe au cas où. Pour itinérance, illettrisme et électronisme. Projet qui a été porté sur 3 communautés de communes du massif alpin. Imaginez Thomas, 32 ans, il habite dans une vallée reculée, où il n'y a pas de transport en commun, il n'a pas d'accès Internet, que ce soit pour des raisons financières ou pour des raisons d'accès. Et malheureusement, comme 17% de la population, il n'est pas à l'aise avec les outils informatiques. Il a besoin de refaire sa carte grise et le projet Lab 3i est là pour répondre à son besoin. Face à des constats qui sont assez courants sur nos territoires, on a imaginé un projet dont les enjeux étaient de faciliter le recours aux droits pour les invisibles, d'autonomiser ces populations et de créer du lien social. Chaque territoire a mené ses expérimentations et je vous invite à venir nous rencontrer pour pouvoir en savoir un peu plus. Merci. Alors malheureusement, du coup, ils n'ont pas pu venir sur le webinaire, c'est pour ça que je fais ça un peu rapidement. Mais du coup, je vous ai mis quelques infos sur le bilan de ce projet-là, qui a duré du coup 3 années, avec notamment l'intervention d'Émilie Vernet dans une interview que vous retrouverez en bas du document, qui est une des porteuses de projet sur le territoire Briançonnais Pays des Écrins, qui a fait un bilan des actions déployées et qui a présenté également un peu ce qui s'est fait pendant ces 3 années. Je vous ai mis quelques exemples. Donc, on a pas mal de fois parlé pendant le webinaire de la cuisine. Et donc, ils ont fait effectivement un atelier cuisine avec une partie rédaction, lecture, écriture, etc. Des ateliers de lecture et écriture et un atelier cartographique qui s'appelait atelier cartopartie avec du coup repérage dans l'espace, itinérance, comment lire une carte et notamment aussi la mise à disposition de tablettes avec OpenStreetMap que vous connaissez sûrement, avec un retour plutôt positif de la part des bénéficiaires sur ces ateliers. Ce sont des actions qui vont perdurer dans certains territoires, surtout sur celui du coup de Briançon Pays des Écrins, avec notamment aussi la création de permanences. Il me semble que c'est tous les mardis, avec le CODES 05, pour faire des ateliers. Ces ateliers dont je vous ai parlé juste avant étaient une fois par mois. Oui, c'est ça, je crois, une fois par mois. Et sur les points un petit peu moins positifs, la difficulté de mobiliser des acteurs, parce que c'est assez chronophage, et surtout le fait que de les mobiliser régulièrement sur 3 années, c'est un petit peu compliqué pour eux. Et elle mentionnait aussi le peu d'offres de formation dédiées pour les personnes en situation d'illettrisme, ou en tout cas dans le 05, elle avait eu un petit peu du mal à en trouver. Je pense que du coup, la démarche du Plex pour ça peut pas mal aider. Et je crois que c'était tout. Si vous avez des questions rapidement pour les personnes qui veulent rester un petit peu plus. Et en tout cas, merci à tous et toutes d'être restés aussi longtemps. Je vois qu'il y a eu un message aussi dans le chat. Oui, et dans le chat, j'ai placé le formulaire d'appel à super. candidature, voilà, pour devenir intervenant. Super. La démarche Plex. Et je rajouterai juste, c'est vrai que je ne l'ai pas mis, je vous ai mis les ressources pour le projet Lab 3i, mais je n'ai pas mis l'adresse de contact. Je l'ajouterai quand le webinaire sera fini et pour vous l'envoyer si jamais vous avez des questions sur ce projet-là spécifiquement. Vu que je n'y ai pas participé. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Est-ce qu'on se quitte et on va tous manger? Alors, date butoir le 7 février, mais la formation peut-elle se dérouler sur combien de mois?
questions de... Je peux répondre, ça dépend du département. On constitue des groupes de 10 apprenants à partir des candidatures et ensuite, c'est à peu près 2 mois en fait le temps de la formation. Donc date butoir, février, et ensuite début de la formation, peut-être fin février, début mars. Tout à fait. Et donc c'est par département. Merci. Merci A priori, pas d'autres questions. Merci beaucoup pour votre temps et puis j'espère que ça vous aura apporté des clés sur cet enjeu-là qui est primordial. Moi, j'en ai appris beaucoup aussi en faisant ce webinaire lors de nos temps de préparation. Du coup, c'est super. On va essayer aussi de mettre sur le site du Hub des ressources. Je l'avais fait pour certains sujets, notamment la cybermalveillance, l'intelligence artificielle, mais sur l'illettrisme, il me manquait un petit peu des infos. Donc, je pense que je vais pouvoir ajouter ce webinaire-là et puis les ressources qu'on a citées. Voilà, le VDMECOM, les grilles de repérage, voilà, qui peuvent être des choses très, 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 très commodes au quotidien, ouais. Super. Eh ben, merci. Bonne journée, bon appétit à tous et toutes. Merci. Merci. Et à bientôt pour le prochain Merci à webinaire. tous. Au revoir. Au revoir.